tout le monde. On continue notre travail autour de la série Java Web. La dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, c'était autour de GSP. Durant cette vidéo, on va découvrir un standard GSTL, bien ce qu'on appelle le GSP Standard Tag Library. L'objectif principal, c'est customiser une page et rendre donc le code plus lisible. De telle sorte, on va se retrouver avec des pages qui se composent seulement des balises. Pour tout ce qui est statique, il sera dédié à notre langage HTML. Pour tout ce qui est dynamique, qui demande du GSP, du Java à l'intérieur de la page, on va la consacrer donc à une bibliothèque des balises sous le standard GSTL. Donc on va parler rapidement de ce qu'on a vu auparavant autour des servlets et puis des GSP pour parler des limites et puis le pourquoi on est là, pourquoi les concepteurs de la technologie Java J2E ils ont pensé à mettre en place en quelque sorte ce standard. On va découvrir ensemble le tag library avec sa relation avec les GSP. Et puis, on est censé par la suite vous montrer donc un langage à base d'expression, c'est ce qu'on appelle expression language, qui est, si vous voulez, qui va nous permettre de communiquer avec les balises et puis les tags qu'on va mettre en place. Et après avoir vous montré quelques exemples, on va pas travailler sur des ateliers pour manipuler ces différents concepts, quoi. Donc, il apparaît bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière vidéo c'était autour du GSP, qu'on peut le comparer avec le PHP, avec l'ASP2.NET. L'objectif c'est développer des pages dynamiques qui s'interprètent côté serveur et qui génèrent une réponse pour l'utilisateur final. Il apparaît bien que, actuellement, quand on parle du web et de l'architecture moderne en général, il apparaît bien que plusieurs intervenants, on peut se retrouver avec plusieurs équipes spécialisées. Donc, il y a l'équipe de design, l'équipe de l'infrastructure, de base de données, de développement, etc. Du coup, on est censé donc séparer les tâches puisque chaque équipe, chaque intervenant, il travaille avec sa propre techno, ses propres langages, son propre environnement. Du coup, l'importance d'intégrer donc cette notion de séparation des tâches. Quand je vous ai parlé auparavant de patron de conception, si vous voulez, single responsabilité, donc il faut développer donc des composants sur lesquels les responsabilités vont être bien précises et limitées si vous voulez. Du coup, donc, on est censé intégrer ce qu'on appelle le modèle ou bien l'architecture MVC, Model View Controller. Le modèle, quant à lui, c'est lui qui va interroger la logique métier de votre application, les différents services créés. La vue, donc, c'est la partie présentation que vous allez communiquer avec l'utilisateur. À ce niveau-là, on va mettre des GSP et des GSTL. Le contrôleur, c'est lui qui va orchestrer. Il prend en charge la requête, il va l'acheminer vers donc le modèle le plus adéquat, et puis il est censé notifier la vue pour qu'elle puisse communiquer le résultat avec l'utilisateur. L'objectif de cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mise en place des standards GSTL. Alors ça représente une capture d'écran de la vidéo autour des servlets, si vous vous rappelez bien. Et là, donc, la première utilisation des servlets que je vous ai montré durant cette vidéo, si vous vous rappelez bien, c'est que je vous ai demandé de générer une réponse HTML. Je vous ai demandé de couvrir les tâches qui vont nous permettre, à partir de la requête, de générer une réponse. Du coup, sur le poste, je vous ai demandé de récupérer les données, effectuer le traitement et puis générer une réponse ou bien rediriger l'utilisateur pour notre cas vers une page GSP. Donc il apparaît bien, supposons que vous avez une template qui est assez importante, cette méthode-là, cette utilisation de la servlette montre ses limites, quoi. Surtout lorsque le projet devient donc de plus en plus avancé, dès qu'on va se retrouver avec des fichiers incontrôlables, quoi, et ça va agir sur la lisibilité et bien sûr sur la maintenance et la mise à jour de votre solution. Quant au GSP, donc ça représente une capture de projet qu'on a mis ensemble sur Eclipse avec GSP. Et comme je vous ai dit auparavant, le GSP se base sur des tags. On a vu donc les tags déclaratifs, les tags, si vous voulez, scriptlés, les tags expression, etc. Il apparaît bien que la base de notre page GSP, c'est de l'HTML sur laquelle on rajoute des codes Java.
Du même, on n'a pas donc résolu le problème de séparation des tâches et en même temps, donc on se retrouve avec une page qui est lisible. Des coups, ça va devenir rapidement contrôlable lorsqu'on lui rajoute d'autres, si vous voulez, contrôles, d'autres formulaires et d'autres informations au niveau de la page. Des coups, il apparaît bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les inconvénients, les limites de ces deux solutions, si on les met en place pour récupérer, traiter, puis générer une réponse, c'est qu'on se retrouve avec un code illisible. Et si la page à générer est volumineuse, donc ça va nous coûter en termes de maintenance. Il y a la difficulté de faire la mise en page, et surtout puisqu'on a deux codes qui sont l'un à l'intérieur de l'autre, soit du Java qui est sur lequel vous injectez de l'HTML ou bien l'inverse. Et au cas où il y a un problème, qui est responsable? Est-ce que le développeur, est-ce que le designer? Du coup, le fait d'utiliser GSP et Servlet pour, si vous voulez, satisfaire la requête et générer une réponse et prendre en charge toutes les tâches, c'est pas quelque chose de pratique, quoi. Du coup, suite à ces limites-là, donc, je vous ai dit auparavant, donc, on a vu les scriptlets, la partie déclarative, les expressions, les GSP Action, et puis les tags directives. Donc, tous ces éléments-là, on les a déjà vus lorsqu'on a parlé de GSP la dernière vidéo, quoi. Suite à cette situation-là, les concepteurs, ils ont pensé à mettre en place une solution qui va donc agir et qui va résoudre ce problème d'illisibilité au quoi. Du coup, ils ont mis en place un standard qui s'appelle GSTL. Quels sont les avantages de ce standard? Donc, premièrement, c'est étendre les balises GSP standard. On ne va pas se retrouver seulement avec ces balises-là, mais plutôt on va se retrouver avec des balises qui sont étendues. On va le découvrir par la suite. Il y a des balises spécifiques à un cas d'usage. Les balises sont classées par famille. On va le découvrir par la suite. Réduire l'utilisation des scripts, c'est-à-dire réduire des codes Java dans la page. Tout ce que vous pouvez faire avec du GSP et du Java, on peut le faire avec une balise GSP. Et bien sûr, tout ça pour l'amélioration de la lisibilité de la page, qui va agir sur la maintenance, et bien sûr, libérer les concepteurs des pages du code Java ou quoi. Donc ça représente en grosso modo les différents avantages autour de ce standard, c'est les intégrer dans votre projet ou quoi. Ce qu'il faut retenir, donc le GSTL, développé depuis la version GSP 1.2. Si vous avez une version antérieure, donc ça va pas, donc il ne le prend pas en charge. Pour voir plus de détails, je vous ai parlé à un certain moment de Java Specification Request, bien ce qu'on appelle les spécifications des experts de ces technologies. Si vous faites appel à une recherche sur GSR 52, vous allez se retrouver avec tout le détail autour de notre standard GSTL. Donc, c'est quoi le GSTL? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une bibliothèque des balises personnalisées qui implémente la plupart des fonctions communes aux pages web ou quoi. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, la version qu'on va utiliser 1.2, il est composé de 5 familles. Il y a une famille core qui contient toutes les instructions de base, la lecture, l'écriture, les structures conditionnelles, les structures répétitives. Il y a donc la famille format, le formatage des données. Par exemple, vous voulez écrire la date sous un format bien précis, donc vous pouvez faire appel à celui-là. Il y a donc le XML ou bien l'internationalisation pour la manipulation de tout ce qui est XML. Si vous voulez communiquer avec les bases de données, on utilise donc une famille qui s'appelle SQL. Si vous voulez créer donc vos propres fonctions, faire appel à une famille functions. Et bien sûr, pour manager, pour utiliser ces différentes balises, le GSTL, il vous propose ce qu'on appelle le Expression Language, un langage à base d'expressions. Les expressions, on va le découvrir par la suite. Donc GSTL, ça s'écrit par $, accolade ouvrante fermante, et à l'intérieur, vous mettez le nom de l'élément que vous voulez utiliser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif derrière l'intégration de ce standard, c'est avoir un code simple, lisible, et du coup, ça va être facile à maintenir, ça va faciliter le processus de la mise à jour. Le concepteur de page est libéré de code Java, donc on va donc éviter l'intégration du code Java et éviter aux développeurs d'écrire à chaque fois les fonctions de base puisqu'ils sont déjà pris en charge par notre standard. Donc le Expression Language, comme je vous ai dit tout à l'heure,
La spécification de L est sous l'autorité des groupes d'experts GSR 152. Si vous voulez plus de détails sur l'expression language, comme je vous ai dit tout à l'heure, une expression est évaluée si elle est écrite sous la forme suivante. $, accolade ouvrante fermante, à l'intérieur de votre expression en question. Alors, en termes d'opérateurs, les opérateurs que vous connaissez en langage Java sont valables avec le expression language. Donc, il y a l'opérateur égal, différent, inférieur, supérieur, les opérateurs arithmétiques, plus, moins, étoile, etc., les opérateurs logiques. L'opérateur donc crochet pour accéder aux objets de type map, array, list s'il s'agit d'une collection. Si vous vous rappelez bien, pour les servlets, pour les GSP, on a souvent utilisé request.getParamètre qui permet de récupérer un paramètre. Avec le GSTL, vous avez donc les possibilités suivantes. Je peux utiliser le mot-clé param entre crochet double cote le nom de paramètre. Ça peut être un champ de texte, un bouton, quoi que ce soit. Je peux utiliser param.get le nom de paramètre. Sinon, je peux directement celui-là qu'on recommande, qui est la plus facile, param. Le nom de votre composant qui peut être un champ de texte, un bouton ou d'autres. On va voir quelques exemples sur les fonctions de base, des fonctions de test, des fonctions itératives s'il y a une boucle, et puis quelques fonctionnalités autour des SQL avant de passer à l'action et puis de travailler sur des ateliers pour bien pratiquer donc ces différentes balises, ces différents concepts, quoi. Par exemple ici pour faire l'affichage, nous avec les GSP on a utilisé le out.println. Avec donc les servlets, on a utilisé donc un print writer qui est lié avec le response et puis avec le out.println, on arrive à écrire sur la page. Le GSTL, si vous voulez communiquer un résultat avec un utilisateur, n'a qu'à utiliser donc la balise out. Et dans l'attribut value, vous allez mettre qu'est-ce que vous voulez afficher. Ça, c'est l'équivalent de cette balise ou bien de ce tag expression en GSP encore. Pour les affectations, on peut utiliser un set. Pour définir une variable, il faut lui donner un nom avec l'attribut var. Il faut lui donner une valeur. Scoop, ça représente la durée de vie. Ça peut être page, donc il est en vie tant que la page est ouverte. Ça peut être request, il est en vie tant que la requête est envoyée. Ça peut être session tant que la session est ouverte. Ça peut être application tant que le serveur est en démarrage. Pour le catch et le try et catch, donc on peut utiliser la balise catch, la variable à contrôler puis les actions à surveiller. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous connaissez faire avec du Java dans une page GSP, il y a un équivalent sous forme de balise. Et il faut tout simplement identifier donc la famille la plus adéquate pour votre situation, quoi. Donc pour les structures conditionnelles, le GSTL il vous propose, s'il s'agit d'une structure conditionnelle simple, qu'avec un if, il y a la balise if avec, si vous voulez, l'attribut test. À l'intérieur, on va écrire le test sous forme d'une expression. C'est pour ça que je vous demande de remarquer la présence de $, accolade ouvrante fermante. S'il s'agit donc de if-else, structure à choix, donc si vous voulez sélectif ou bien un choix multiple, le GSTL il vous propose des choose. Choose, une test est égal et vérifier, vous faites ça. Otherwise, else, vous êtes censé faire ça. On n'a pas if-else tel qu'elle est, mais on a choose, et dans choose, vous avez deux situations. Win, qui s'exécute, c'est la condition est vérifiée. Otherwise, c'est la condition n'est pas vérifiée, c'est sa négation, quoi. Pour les itérations, le GSTL, il vous propose donc ce qu'on appelle le for each. Alors, le for each, il dispose d'un item, c'est là où vous allez mettre la condition sur laquelle vous allez reboucler. Vous allez, à chaque fois que vous trouverez un enregistrement, vous allez la mettre dans une variable qui s'appelle telle, et vous affichez les informations de cette variable par la suite. Avec les options, bien sûr, begin, vous commencez à partir, and se terminer par staple, c'est l'équivalent de continue qui permet de sauter, donc, si vous voulez, une itération, quoi. Donc ça représente une structure répétitive, ou bien les boucles lorsqu'on utilise le GSTL. Alors pour SQL, il y a une famille SQL qui vous permet de se connecter à une base de données puis d'exécuter des requêtes sort, insert, update, delete, select, etc. et même faire des transactions en général.
Par exemple ici, donc dans SQL, il y a une balise query qui veut dire une requête. Une requête, elle est caractérisée par un nom et puis par, premièrement, vous aurez besoin de se connecter à une source de données pour pouvoir exécuter la requête comme toutes les accès vers les bases de données. Et à l'intérieur, je mets donc la requête que j'aimerais bien exécuter. Par exemple ici, notre requête customers, il permet de prendre en charge tous les utilisateurs dont le country Algeria, order by, last name, on va leur donner par, si vous voulez, un nom. On peut parcourir par la suite. Qu'est-ce qu'on va parcourir? On va parcourir customers rows, puisque je sais bien que cette requête elle va retourner des lignes. Je le mets dans une expression expression language avec $accolade ou vente fermante. Chaque fois que je trouve un élément, je le mets dans row. Par la suite, je récupère toutes les informations dedans. De toute façon, on va avoir un atelier à ce niveau-là. Pour donc, si vous voulez, ça c'est en GSTL, voilà son équivalent en utilisant, si vous voulez, le GSP. Et là, on voit bien qu'avec le GSTL, c'est plus lisible puisque toute la page, elle est composée que des balises. Donc, il y a des balises statiques, R, TD, table, etc. Il y a des balises dynamiques telles que query, for each, etc. Ce qui n'est pas le cas avec des GSP, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut même exécuter des transactions, sort, update, delete, par exemple ici. On peut définir une transaction, exécuter tant d'actions, l'insertion, la modification, etc. En même temps, donc, il y a une famille XML qui est orientée XML, donc, qui permet, donc, il y a le XML parse qui permet donc de passer un document XML par sa document de définition. XML out qui permet d'évaluer une expression, le transform qui applique des transformations, c'est-à-dire que vous avez donc les balises nécessaires pour manipuler votre fichier XML. Donc le premier atelier qu'on va mettre en place, c'est la configuration de l'environnement de travail. Je bascule avec vous vers Eclipse. On va créer un nouveau projet, donc New Dynamic Web Project. On va l'appeler donc TPGSTL. Je garde le serveur, la dernière version Dynamic Web Module et je clique sur Finish. Donc voilà notre, si vous voulez, application. Et là, je vous demande de remarquer, quand je bascule vers SRC, Main, Web App, Web Inf, on se retrouve avec donc lib qui représente le libraries. C'est là où vous allez mettre les bibliothèques dont vous aurez besoin lors de l'exécution de la partie web. Alors nous, notre objectif, c'est quoi? C'est l'intégration de GSTL. Du coup, la première des choses, c'est l'intégration de la bibliothèque ou bien du fichier jar GSTL 1.2. Donc, je récupère ce fichier-là et je le mets sur le lib. C'est-à-dire que mon projet maintenant, c'est un projet web qui contient donc le jar. Donc, le jar, ça vient de Java Archive, c'est un ensemble de classes qui va nous permettre d'intégrer le GSTL. Deuxième étape, je vais créer donc une page. Donc au niveau de Web App, je vais créer une nouvelle page GSP. On va l'appeler, donc si vous voulez, page 1.gsp. Next. Assurez-vous que pour la template, vous pointez sur l'HTML5. Et puis je clique sur Finish. Donc ça représente votre page GSP qui contient la directive page qui permet de définir toutes les informations sur la page. Alors nous, c'est quoi notre objectif? C'est libérer la page. Donc ici, par exemple, si je mets pourcentage out.println, donc texte GSP, c'est-à-dire là, je suis en train d'écrire des GSP comme on les a vus la dernière fois. Quand j'exécute, il me demande le serveur, donc je sélectionne le serveur. Automatiquement, il est censé m'afficher comme quoi test ou bien texte GSP. C'est bon. L'objectif par la suite, on aimerait bien libérer donc la page du code Java à l'intérieur. Pour ce faire, on a ajouté la bibliothèque GSTL 1.2. On va déclarer donc le tag lib, donc j'ouvre la balise avec pourcentage, puis avec arrobas,
Je tape tag, CTRL espace, il va me proposer tag lib. Alors pour définir une bibliothèque de balises, j'ai besoin de deux paramètres, de deux attributs. Le premier paramètre, c'est le préfixe, qui est le nom que vous voulez donner à votre, si vous voulez, balise. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle l'IRI. Et là, je vous demande de remarquer, quand j'appuie sur CTRL espace, puisque moi j'ai déjà mis en place le GSTL 1.2, on va se retrouver avec donc les éléments suivants. Donc ici, il faut faire attention, on va se retrouver avec les différentes versions, si vous voulez, GSTL. Alors je vais choisir donc le GSP, GSTL Core, qui permet de mettre en place les balises de base, quoi. Donc je vais choisir celui-là. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais utiliser une balise qui est définie dans cette IRI, je commence par le préfixe C si vous voulez. Pour bien comprendre, je vais traduire cette instruction sous forme de GSTL. J'ajoute un HR pour avoir donc une ligne de séparation entre la première partie du code et la deuxième partie. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je mets C, deux points, alors qu'est-ce que vous remarquez? Il va me donner plusieurs balises qui sont définies dans la famille core. Pour écrire sur la page, je vais utiliser donc le cout. Déjà, il va me dire que le cout a besoin d'un attribut qui s'appelle value, qui va contenir le texte que j'aimerais bien afficher. Maintenant, j'aurais dû faire texte GSTL, puisque l'autre, il est écrit avec un GSP au cours. Et voilà, donc je vous demande de remarquer que donc j'enregistre, on exécute et puis on revient pour plus de détails. Alors ici, il m'affiche une exception. Il me dit qu'en quoi une erreur interne au serveur, on va voir pourquoi alors. Il me dit que la servlet exception, le système il n'arrive pas à valider donc le tag lib qu'on vient de mettre en place, quoi. Alors, donc on a une exception, c'est que le tag lib validateur qui permet de valider donc la balise qu'on vient d'ajouter n'est pas reconnu, quoi. Du coup, on est censé donc, soit on a un problème de version entre le serveur et puis on va revenir là-dessus. Alors, je clique à droite sur la racine du projet. Je vais aller vers Properties. Je vais chercher Facette, Project Facette. Et là, on se retrouve avec les éléments suivants. Déjà, donc, pour le Java, donc j'ai la version 17, c'est bon. Pour celui-là, donc j'ai la version 6. Alors, si je mets ici la version 8 du Java. Alors là, il va me demander de faire descendre donc la version, puisque à chaque fois, donc, comme je vous ai dit auparavant, il y a une forte relation entre les différentes versions de votre environnement, quoi. La version de GRE, de Java, donc influence sur la version de Dynamic Web Module, influence sur le serveur. Je mets ici la version 5 par exemple. Je fais un apply. Alors, je relance la page à nouveau. Et là, il apparaît bien que toujours, on a un problème. Et sûrement, donc ici, donc il y a la combinaison, bien la version de notre serveur web qui rentre en communication, quoi. Je reviens, puisque nous, on a ajouté donc le GSP, GSTL et puis Core. Il apparaît bien que... Donc, il apparaît bien après le changement que j'ai effectué tout à l'heure. Donc, je reviens avec vous ici, vers Properties, vers Facette, notre projet. Je reviens vers les versions de tout à l'heure. J'étais sur la version 17 et puis la version 6 de notre module. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le problème, sûrement, ça vient du version des éléments, bien de jar qu'on vient de mettre en place. Puisque là, lorsqu'on exécute, autant que sur le serveur, il apparaît bien que le système nous génère donc une exception, en quoi il ne peut pas donc donner suite à notre page, puisque, donc si je reviens ici, alors je réexécute sur le serveur,
Il nous dit qu'en quoi il manque donc une classe tag library validateur qui permet de valider donc les balises, sachant que nous on vient d'utiliser cette balise quoi. Ben, le problème, on a changé donc la version pour l'adapter à cette version-là. Sinon, donc la deuxième solution, c'est que j'enlève cette, si vous voulez, ce jar. Et là, je vous demande d'aller chercher le jar Jakarta Servlet GSP GSTL. Puisque si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que pour les versions récentes, on parle du Jakarta. Bah, du coup, je vais prendre ce jar-là. Donc, je vais le partager avec vous par la suite hein, au niveau donc de la description de la vidéo, quoi. Alors, je le colle à ce niveau-là. Maintenant, j'ai mon fichier en question, j'ai le jar en question. Je reviens à la page. Je fais appel à GSP GSTL Core. J'arrête le serveur. Je relance la page. Et là, donc, vous allez voir que la première partie donc est affichée avec GSP. Deuxième partie est affichée avec GSTL. Il faut faire attention au niveau de la version de jar GSTL que vous êtes censé mettre en place. Du coup, il apparaît bien qu'avec le GSTL, on a cette possibilité de mettre en place, si vous voulez, un projet avec le strict minimum de scriptlet Java. Et du coup, on va se retrouver tout simplement avec du code, si vous voulez, des balises quoi. Donc, ce qu'on va faire par la suite, on va refaire le même travail qu'on a vu avec les servlets, puis avec, si vous vous rappelez bien, donc les GSP, on va créer donc un formulaire avec des nombres 1, nombre 2, et puis un bouton, et puis on va essayer de mettre en place une solution tout en utilisant le langage, plutôt le GSTL, quoi. Donc pour ce faire, donc on va premièrement ajouter, donc je peux aller vers l'ancien TP. Donc, je vais récupérer donc le dossier CSS qui contient donc la feuille de style. Je le mets à ce niveau-là. Je vais copier le fichier somme.gsp. Je le mets à ce niveau. Et pour somme.gsp, j'enlève tout ce qui est relation avec GSP. Donc j'enlève ça. Tout ce qui concerne le script, ainsi que ses différentes parties. Donc j'exécute. Normalement, on est censé se retrouver avec la page suivante, avec nombre 1, nombre 2. On aimerait bien, quand on clique sur somme, récupérer le nombre 1, nombre 2, effectuer le calcul et affecter le résultat à notre variable somme. Donc, des coûts. Donc, je viens d'utiliser donc le même fichier de la dernière séance. Bah, si je reviens ici, vous avez donc votre fichier GSP qui contient donc une liaison vers la page CSS, vers le fichier donc de Bootstrap. Et puis, on a notre formulaire qui contient le nombre 1, nombre 2, résultats, etc. L'objectif, c'est vous montrer comment vous pouvez effectuer donc le même travail qu'on a vu avec les servlets, par la suite les GSP. Maintenant, on est censé le développer avec le GSTL. Comme ça, vous allez comparer les différentes situations. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on est censé faire, donc je vais ajouter ici le tag lib. Premièrement, intégrer donc le tag lib dans votre application avec @taglib. Bien sûr, pour le préfixe, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Donc, on choisit souvent le C puisque fait appel à la famille core, quoi. On a la famille core. Alors, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on fait appel au formulaire, on va récupérer le MB1, on va récupérer le MB2, et puis on va calculer le résultat, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, on va lui dire, donc ici, je fais appel au script, donc script GSTL, plutôt qu'un script donc Java si vous voulez. J'ouvre donc la balise, je commence par le préfixe avec le if. Alors, pour l'expression language, bah, je vous ai dit qu'on utilise $, accolade au ventes fermentes. Si param.n1 est différent de nul,
Ici, pardon, c'est différent, point d'exclamation. And param. Et normalement, c'est MB1, MB2. Je me suis trompé là-dessus, donc c'est MB1. Et différent nul. Donc, on va utiliser la balise if pour lui dire si le champ MB1, MB2 est différent de nul à la fois. Dans ce cas-là, je dois déclarer une variable rs qui contient le résultat. Et cette variable, je dois l'affecter à mon champ de texte, quoi. Bah, du coup, ce que je vais lui dire, je déclare, pour déclarer une variable, j'utilise le C7. Je définis les paramètres suivants. Bah, la variable, je vais l'appeler result. Je vais définir sa durée de vie. Ça va être request. Une fois que la requête est envoyée, j'ai plus besoin de cette donnée, de cette variable. Donc, request. Voilà. Et puis, pour value, je dois mettre la valeur en question. Bah, la valeur qu'on va mettre ici, donc ça va être $. C'est l'expression param.mb1 plus param.mb2. C'est-à-dire calculer pour nous. Et bien sûr, donc une balise ouverte, il doit avoir donc la fermeture. On est en train de dire à notre, si vous voulez, moteur de servlet qui est derrière, qui est au niveau de notre serveur web ou quoi. Vérifiez que le MB1 MB2 est différent de lui. Si c'est le cas, vous allez créer une variable qui s'appelle result. Sa durée de vie, c'est request. Bah, une fois que la requête est envoyée, j'aurai plus besoin. Et quelle est sa valeur? C'est param MB1, c'est-à-dire la valeur de ce champ plus la valeur de celui-là. Ce résultat maintenant, je suis censé l'affecter au champ résultat. C'est pour ça, dans value, j'aurais dû faire la chose suivante, $result. OK? J'exécute. Et on va voir comment le système va se comporter. Alors là, il vient de nous générer donc une autre exception, quoi. Il vient de nous dire que le conditional tag support, le système, il n'arrive pas à supporter le tag if quoi. Donc on a un autre problème, c'est que on a débloqué la situation tout à l'heure concernant donc le cout. Maintenant on a un problème avec le tag conditionnel. Le système vient de nous dire qu'en quoi que la balise, le conditional tag, il supporte. Donc toujours la même chose. En classe definition found, n'arrive pas à trouver cette classe dans notre corps. On va voir tout de suite comment résoudre ce problème. Donc, il apparaît bien qu'après avoir ajouté donc le if, on a toujours du mal pour que le système puisse comprendre la valise. Pour résoudre le problème, encore une fois, je vous demande de forcer donc les jars. Et qu'on va ajouter donc un deuxième jar qui s'appelle Jakarta Servlet GSP GSTL API. Donc je vais récupérer donc ce jar. Je l'ajoute au niveau de Libraries, j'arrête le serveur, puis je relance la page à nouveau. Là, je vous demande de remarquer qu'on arrive à débloquer la situation après avoir forcé le jar par l'ajout de l'API de GSTL. Je lui donne la première valeur, la deuxième valeur. Quand je clique sur Somme, automatiquement, il calcule la somme, sauf que comme hier, donc on n'a plus les valeurs de MB1 et MB2. Pour résoudre le problème, bah, tout simplement, on revient vers le code source et dans le value de chacun, j'aurais dû faire $. Ici, je mets param.mb1 pour garder une trace de mb1. Pour l'autre, ça va être param.mb2. Alors, je réexécute la page à nouveau.
Donc, je saisis la première valeur, la deuxième valeur, somme. Là, donc, on arrive automatiquement à garder une lisibilité et d'afficher tous les éléments. Et si on compare ce code qu'on vient de mettre en place avec l'ancien code GSP, il apparaît bien qu'en termes de lisibilité, donc avec GSTL, on se retrouve avec une page qui est composée tout simplement des tags. Tout ce qui est statique, il est confié à l'HTML. Tout ce qui est dynamique, il est confié à GSTL. Et même si je reviens vers le projet donc des serveurs, des servlets si vous vous rappelez bien, si je reviens vers la servlette, si vous voulez, qui permet de calculer la somme, le travail est effectué en quelque sorte avec notre servlette, quoi. C'est pour ça, donc, de préférence, je reviens vers la servlette, c'est celui-là normalement. Alors, service test 1. Donc, le travail, c'était la récupération, puis par la suite le traitement, et puis par la suite, on génère la réponse ou bien on redirige l'utilisateur. Il apparaît bien qu'avec le GSTL, on a quand même donc une lisibilité plus remarquable par rapport à ce qu'on a vu auparavant, quoi. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment configurer l'environnement de travail et puis je vous ai montré comment mettre en place une page de calcul. On va basculer maintenant au dernier atelier pour vous montrer comment manipuler une base de données MySQL tout en utilisant le GSTL. Alors je reviens avec vous ici. La première des choses, il faut créer votre base de données. Ça peut être sur XAMPP, WAMP, MAMP ou bien EasyPHP. Moi, personnellement, j'utilise XAMPP. J'ouvre donc la base de données. Je vais créer une nouvelle base de données. Donc, je vais l'appeler GSTL-DB. Donc, GSTL underscore DB. Sur laquelle je vais créer une table que je vais l'appeler employee avec 3 champs. Pour le premier champ, je mis matricule, int et puis primary key. Dans index, je vais choisir primary. Le deuxième champ, quant à lui, c'est le nom, qui est de type varchar dans la taille 20. Et le dernier, ça va être le salaire, qui est de type float. On a le matricule int primary key, le nom varchar 20 et le salaire float. Voilà notre, si vous voulez, table qui se compose de maintenant et salaire. J'insère quelques jeux d'enregistrement. Vous cliquez sur insérer, j'ajoute l'employé 1 avec un salaire. Puis j'ajoute l'employé 2 avec un salaire. Et j'exécute le tout. J'ai une table qui s'appelle employé, qui contient 2 enregistrements. On aimerait bien manipuler cette table à partir du GSTL et plus précisément à partir de la famille SQL, quoi. Donc pour ce faire, je reviens avec vous ici. Premièrement, donc on va ajouter la bibliothèque concernant le jar MySQL. Donc je vais récupérer cette bibliothèque. Donc, MySQL Connector, moi c'est la version 8. Puis par la suite, on va créer une nouvelle page. On va l'appeler Employee sur le web app. C'est une page GSP bien sûr. Je vais l'appeler employee.gsp. Et là, je récupère donc le même contenu de la somme et puis on doit la réajuster à cette nouvelle page. Donc j'enlève le script, j'en ai plus besoin pour le moment. Puis par la suite, ici, donc normalement, c'est le matricule. Je vais l'appeler mat. Pour le moment, je ne mets rien dedans. Le deuxième champ, c'est le nom. Le troisième champ, c'est le salaire.
qui est ouvert en mode écriture. Et je mets rien pour le moment. Ici, donc, je développe les différents boutons. On a btn insert. Puis, j'ajoute les autres boutons, quoi. btn search. Vous avez le btn delete. Et vous avez donc le btn update. Juste en dessous de formulaire, j'ajoute un tableau avec la balise table. Donc pour le border, je mets 1. Pour la classe, je mets, si vous voulez, table stripped. Pour l'entête, j'utilise ETH. J'ai le matricule. Puis juste à côté, non, puis juste à côté le salaire. Voilà notre page employee.jsp. Donc c'est une page qui contient un formulaire avec matricule, nom et salaire, qui contient les boutons Insert, Search, Delete et puis Update, et qui contient un tableau. Pour le moment, il est vide, il est censé être rempli à partir de la base de données en cours. J'exécute la page. Donc voilà notre tableau. Donc vous avez le matricule, le nom, le salaire, différents boutons, Insert, Search, Delete, Update, et puis le tableau qui est vide pour le moment. On est censé le remplir par les enregistrements de la table. Donc l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intégration de la famille SQL. On a déjà mis en place la famille, si vous voulez, corps. Je vais copier cette ligne-là et je vais la réajuster. Donc je vais l'appeler par exemple SQL. Et là, je fais appel à la famille SQL. Une fois que vous faites ces deux points, vous aurez toutes les balises définies dans le corps, les balises de base. Si vous faites un SQL deux points, vous aurez toutes les balises définies dans la famille SQL pour pouvoir communiquer avec une base de données. Comme vous le savez, la première des choses qu'on va mettre en place, c'est l'établissement de la connexion. Du coup, avant /head, je vais demander d'ouvrir la balise SQL de points. Et là, on a donc une balise qui s'appelle set data source. Quel est son rôle? C'est établir la connexion vers la base de données. Pour établir la connexion vers la base de données, on est censé donc définir les champs suivants. Premièrement, on a le driver. Donc ça va être com.jdbc.mysql.driver. Par la suite, on a donc l'URL de la base. Donc ça va être mysql localhost / le nom de la base. Pour notre cas, c'est la base GSTL_DB. On a notre user, c'est root. On ne dispose pas de password. Je peux revenir à la ligne pour que vous puissiez voir. Et puis, on va donner un nom à notre connexion, quoi. Donc, on va l'appeler DB. Alors, une fois qu'on exécute la page, le serveur, il est censé aller établir une connexion vers la base de données suivante. C'est localhost GSTL DB sans aucun mot de passe. Voilà. Et puis avec l'utilisateur root, quoi. Du coup, normalement, ça commence par GDBC, la chaîne de connexion.
MySQL, le nom de la base, et puis le nom de SGBD plutôt, ainsi que le host, ainsi que le mot de passe. J'exécute. S'il y a des erreurs, il est censé donc, pour le moment, donc il nous affiche bien sûr des erreurs. Il va nous dire qu'une exception s'est produite sur la page. On va voir pourquoi. Dans la ligne 11, normalement dans la ligne 11, on a la déclaration de notre, si vous voulez, driver ou quoi. On va voir pourquoi. Donc là, il a du mal pour définir le driver ou quoi. Invalide driver. Je crois que je me suis trompé au niveau de... Donc ça va être des com.mysql.gdbc.driver avec des majuscules. Il a du mal tout à l'heure, le système a du mal pour déterminer donc le driver. Ben, maintenant, si vous voyez bien, il arrive à établir la connexion vers la base avec les paramètres suivants. Première étape, c'est l'insertion. Donc, on va développer l'insertion d'un enregistrement. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on peut donner le même nom aux différents boutons et on va se différencier via la valeur quoi. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, je garde le même nom et on va vérifier sur la valeur quoi, puisque je sais bien que la valeur elle est différente. Donc, le premier script qu'on va mettre en place, donc script insertion. Alors, on va lui dire, on va utiliser c2.if. Alors, à ce niveau-là, on va faire appel à notre attribut test. On va lui dire avec le expression language $accolade ouverte fermante si le param.btn égale à insert, égale à cette valeur. Ok? C'est-à-dire qu'on aimerait bien faire l'insertion. Pour faire l'insertion, on va préparer la requête. Dès qu'on passe par SQL, point update. Pour exécuter une requête d'action, ça va être update. Première des choses, il faut définir la source de données. On les a appelés tout à l'heure DB, donc du coup, ça va être $accolade ouvrante fermante DB. Emprunter la connexion qu'on a créée tout à l'heure. Et par la suite, je dois définir la requête SQL. Pour insérer, comme vous savez, donc c'est insert into employee values. Donc, c'est param.map. $accolade ouverte fermante, pardon. Le deuxième champ, quant à lui, c'est le nom. Je dois le délimiter entre simple code. Donc, ça va être $param accolade ouvrante fermante. C'est param.nom. Puis le troisième champ, donc je peux mettre même ça à la ligne suivante. Alors là, il faut faire attention, le simple code à ce niveau-là. Et puis le dernier champ, c'est $param.sal. Donc on est en train de lui dire si tout ça se passe bien. Après, donc on est censé afficher, si vous voulez, c2.out employee inserted. Donc, si l'utilisateur clique sur le bouton Insert, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une requête de type action et qu'on fait appel à update. La data source, on va lier avec la connexion qu'on a créée tout à l'heure. La requête, c'est une requête d'insertion qui récupère les valeurs à partir du champ de texte, quoi. Ici, il faut faire attention, c'est $. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, j'arrête le serveur et puis on exécute pour vérifier comment le système va se comporter devant cette situation. Alors, je vais saisir donc le matricule. Donc, on a déjà le 1 et le 2. Je vais mettre 3.
employé 3, puis un salaire. Je clique par la suite sur Insert. Alors là, déjà, je vais demander de remarquer la chose suivante. On a un avertissement au niveau de notre application vient de nous dire qu'en quoi la classe comme MySQL GDBC, le driver que je viens d'utiliser, il est deprecated, il est dépassé. Voilà un nouveau driver qu'on peut utiliser. Avant de faire le changement, je vais parcourir donc la table. Là, il apparaît bien que le système n'a rien ajouté. Du coup, ce qu'on est censé faire alors, je vais récupérer déjà ça. Je vais changer carrément donc le driver. Parce que celui-là, il est deprecated. Il y a une mise à jour qui est effectuée, du coup, on va utiliser celui-là. Deuxième des choses, le système n'a pas pu arriver à insert. Donc, je vais faire ici value et je mets insert à ce niveau-là. Okay. J'exécute. J'insère donc les valeurs comme tout à l'heure. J'ai donc le 3, employé 3, et puis donc le salaire. Je clique sur insert. Alors maintenant, je vais demander de remarquer que j'arrive à afficher donc employee inserted. Quand je bascule vers la base de données, là, je me retrouve avec l'employé en question. OK? Donc, du même, pour l'insertion, pour la sépression et puis la modification, ça revient au même. Ici, j'aurais dû faire donc j'ajoute value à l'intérieur pour que je puisse récupérer la valeur exactement. Ici, ça va être search. Par la suite, ça va être delete. Et puis le update. Pour le delete update, c'est le même concept. Bah, du coup, je peux copier ce bout de code. On va développer maintenant de séparation. Ici, on va mettre delete et on va changer la requête. Delete from employee where mat est égal dollar accolade au vente fermante param.mat. J'aurais dû faire la même chose pour la mise à jour. Ici, donc, on va l'appeler de mise à jour. Ici, ça va être update. Je change bien sûr ici le message employee deleted. On change déjà, on va dire update. C'est la requête SQL si vous voulez. Employee set nom est égal virgule sal est égal where mat est égal le matricule. Et là, je customise les autres éléments. Et là, j'affiche qu'en quoi employee updated. Donc voilà les différents traitements, à savoir les requêtes d'action, la sépression, la mise à jour. Alors j'exécute. On va supprimer l'employé 3. Je vais saisir 3 et puis je clique sur delete. Il me dit qu'en quoi employee deleted. Quand j'actualise, j'ai plus l'employé 3. Je vais mettre à jour maintenant l'employé 1. Je change le nom et puis le salaire si vous voulez, ou bien l'un des deux. Je mets 1. Donc new name. Et je mets un nouveau salaire. Donc 9777 par exemple. Je clique sur update. Il m'affiche employee updated. Voilà les anciennes valeurs. Quand j'actualise, donc j'ai les nouvelles valeurs. Donc il apparaît bien que pour le moment, on est arrivé à mettre en place les requêtes d'action. Donc ce qui reste par la suite, c'est remplir le tableau, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, on va exécuter maintenant une requête de sélection. Pour la requête de sélection, donc avant mon tableau,
Je déclare ici ma requête avec SQL. À la place de update, maintenant, on va utiliser query. On va l'appeler, par exemple, employee. Okay. Puis, on va définir par la suite, si vous voulez, le data source. Donc, le data source, c'est toujours $, accolade ouvrante fermante, DB. Et puis, je déclare la requête par la suite. Donc, la requête, c'est simple, c'est select étoile from employee. Donc, il apparaît bien maintenant que j'ai une requête qui s'appelle employee, qui est censée recevoir donc tous les enregistrements. Par la suite, on va donc utiliser un boucle qui va parcourir cette requête. Bah, du coup, je fais appel à ces deux points, for each. Je définis donc la condition sur laquelle je dois reboucler avec items. Donc, ça va être $, accolade ouvrante fermante. C'est employee.rows. Tant qu'il y a des lignes dans la requête employee. Je vais l'appeler imp. À chaque fois que je trouve un élément, je suis censé donc ajouter des TR au niveau de notre, si vous voulez, tableau, quoi. Donc, du coup, j'ajoute un TR. Et donc, TR, j'ajoute des TD. Alors ici, je fais appel à C2.out. Et dans value, ça va être $, accolade ouvrante fermante, imp. Donc, le premier champ, c'est le mat de la table. Et du même pour les autres champs. Donc, le deuxième champ, c'est le nom. Le troisième champ, quant à lui, c'est le salaire. Le système signale donc, il me dit qu'en quoi? Problem was using tag extra info class for each. On exécute et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça va afficher le résultat correctement? Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Et là, je vous demande de remarquer que les informations s'affichent correctement. Je peux rajouter maintenant les éléments en question. Donc, on a le employé 3, puis son salaire. Quand je clique sur Insert, automatiquement, il affiche le message, il va actualiser. Je peux effacer donc le 2 avec Delete, donc automatiquement, il va mettre à jour les éléments. Je peux changer carrément les informations, New, puis si je mets 555, Update, il apparaît bien que toutes les opérations sont opérationnelles. Il vous reste la recherche. Pour la recherche, on est censé exécuter select étoile from, where matricule est égal à matricule. On récupère donc les données dans une variable, nom et puis salaire, et puis on affiche le résultat. Je vous laisse ça comme exercice. Essayez de le faire. Il vous reste que la partie donc search pour couvrir toutes les fonctionnalités au cours. Donc, il apparaît bien durant cette vidéo, c'était l'occasion de vous montrer donc le standard GSTL, de vous montrer comment manipuler ces balises et puis rendre vos pages plus sophistiquées et plus lisibles. Sachant que, quand même, on est dans une situation qui engendre des problèmes. Il apparaît bien que tout le travail est focalisé sur la page GSP. Du coup, donc, on a un tas de problèmes qu'on peut citer. Donc, on a un problème de sécurité puisque toutes les informations concernant la base sont au niveau de la page. Un problème donc de responsabilité, un seul élément responsable de toutes les tâches. Du coup, la vidéo prochaine, on va la consacrer à une solution. La question qu'on va poser est la suivante. Comment combiner GSP, GSTL, Servlet pour mettre en place donc un projet qui va répartir les tâches entre ces différents éléments et du coup la vidéo prochaine sera consacrée à notre architecture MVC. Donc les jars ainsi que tous les éléments nécessaires, donc je vais les poster sur la partie description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.